Alors, s'il vous plaît, merci beaucoup. Et oui, on enchaîne. Pas de temps mort. Nous n'avons pas de temps à perdre. On va rester dans l'eau, comme je vous le disais. On a eu une belle séquence sur l'eau, là, hein, depuis la projection du film, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on a eu une belle séquence sur l'eau depuis la projection du film de Clément Portal, Molokan, sur l'île de Molokan, aux Philippines. On a enchaîné avec Thierry Marx et Raphaël Aumont pour nous parler des enjeux de l'eau et notamment la capacité à réinventer la cuisine du futur. On a ensuite eu un brillant exposé de Charlène Descolonges. On a vu deux solutions innovantes sur la façon de gérer le cycle de l'eau en ville. On va continuer, mais cette fois-ci version grand large. Océan, mer, comment prendre soin évidemment, tout le monde le dit, tout le monde le sait, l'océan est vital. Ok, il va falloir s'en occuper quand même et prendre soin un de ces jours. Donc très heureux d'accueillir pour animer cette table ronde Stécie Algrin, journaliste et puis spécialiste de cette question de l'océan. Vous avez peut-être eu la chance de l'entendre tout à l'heure lire un texte accompagné au violoncelle. Malheureusement, moi j'ai loupé la séquence, donc je regarderai la vidéo. Donc je vous laisse avec Stécie qui va inviter les intervenants sur scène pour parler de cet enjeu de l'océan. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Vous pouvez applaudir Stécie. Merci beaucoup pour cette introduction. Je m'appelle donc Stécie Algrin, je suis journaliste et j'ai fondé un média qui s'appelle La Corneille, entièrement dédié à la biodiversité, parce qu'on parle beaucoup de climat et en effet il faut le faire et on a besoin de le faire encore plus. Mais il y a une autre crise qu'on a tendance à oublier, c'est celle de la 6e extinction de masse, effondrement de la biodiversité, tout ça. C'est assez noir quand même comme panorama, mais on va essayer quand même d'apporter des solutions parce que le thème c'est quand même l'océan, notre avenir. Et pour ça, je vais avoir la chance de partager la scène avec 4 intervenants qui portent au quotidien des solutions, aussi bien pour sensibiliser que nous mettre en action, citoyens, entreprises, politiques même. Et donc, je vous propose de les accueillir tout de suite en commençant par Xavier Boujard. On l'applaudit. Avec nous également Jamila Donti, qu'on accueille sur scène tout de suite. Clément Portal. Et enfin, Robin Alloz. Bonjour à vous 4, bienvenue sur scène. Attention de ne pas tomber, c'est toujours un peu tricky ces sièges-là. Dans les conférences, ce que j'aime bien faire, c'est déjà commencer par prendre un peu de hauteur, parce qu'on peut parler de l'océan pendant 3 heures, mais quand même l'idée c'est de reposer un petit peu les bases, se dire où est-ce qu'on en est finalement. Sur le climat, on le sait, ça va mal, on a un peu en tête les ordres de grandeur, on sait qu'au terme de température, il fait beaucoup trop chaud et que ça va mal. Mais sur l'océan, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on a des données scientifiques pour prendre un peu la température? Xavier. Bonjour. Alors des chiffres, j'ai pas prévu de chiffres à vrai dire, parce que d'abord il y en a plein des chiffres. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que l'océan va pas bien globalement. J'avais des slides là-dessus. Ah, est-ce que les slides sont là? Non, il est là. Ouais. Ok. Hop. Voilà. Donc du coup, ouais, j'essaierai peut-être éventuellement d'alimenter avec quelques chiffres. Il y en a quelques-uns, mais globalement, la réalité, c'est qu'on a une pression humaine qui est considérable sur l'océan. C'est une pression globale. Je l'ai écrit, profonde, intense, du fait des activités humaines. Ça, c'est vraiment le message qu'il faut retenir. Voilà, cette pression. Elle a des conséquences. Elle a d'abord des impacts sur l'écosystème lui-même. Elle a des impacts sur l'écosystème physique, c'est-à-dire la physique, la chimie de l'océan est en train de changer. La température augmente. Alors si on parle de chiffres, c'est 1 degré. L'océan, depuis 70 ans, c'est une température qui a augmenté de 1 degré. Ça paraît rien, en fait c'est énorme. Ça change tout pour plein d'organismes. Et ça, c'est la physique. Et puis, il y a la biologie qui est aussi impactée. La biodiversité est très, très largement impactée avec plein d'espèces qui sont soumises à une pression extrêmement importante.
Et pour terminer le petit triptyque sur l'état des lieux, c'est qu'en retour, ces impacts sur l'écosystème, tant sur la biodiversité que sur la physique et la chimie de l'océan, ça a de nous, du coup, des impacts sur nous-mêmes en tant qu'humains. Donc des phénomènes climatiques qui augmentent, des marées vertes, des endroits où il n'y a plus d'oxygène dans l'océan, la montée des eaux, etc., etc. Bon, là, on rentre dans des trucs où on devient catastrophiste et ce n'est pas complètement le but du jeu. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un impact global, profond, et aussi durable en fait en réalité, ça je ne l'ai pas dit, mais même si on arrêtait demain, il y aurait encore des impacts pendant longtemps. Et ils sont profonds, voilà. Oui, carrément. Moi, il y avait un truc qui m'avait un peu marqué, c'est que finalement, on connaît mieux la surface de la Lune que les profondeurs de nos océans. Pourquoi est-ce que finalement c'est un problème du côté de la recherche, les chercheurs qui ne s'intéressent pas assez aux océans? Est-ce que c'est un problème de financement, d'intérêt de la société en général peut-être? Alors non, il y a plusieurs questions. C'est qu'en fait, c'est plus compliqué d'aller au fond de l'océan que d'aller sur la Lune, en fait. Alors il y a des difficultés techniques énormes pour aller sur la Lune, bien entendu, mais l'océan, on est dans un milieu pour aller au fond. Hein, la moyenne de l'océan, c'est 4000 mètres de profondeur. L'endroit le plus profond, c'est 11 000 mètres. À 11 000 mètres, la pression qu'on a au-dessus de la tête, elle est 1000 fois la pression qu'on a ici sur Terre. À 4000 mètres, elle est 400 fois. C'est des conditions presque plus extrêmes que finalement la Lune. Et donc on sait moins y aller, c'est plus compliqué, et puis on a aussi effectivement moins d'intérêt, il y a eu moins d'intérêt. Et quand on est descendu, voilà, on est descendu au fond de la fosse des Mariannes, bon voilà, ok, on a touché le fond, c'est bon, on peut pas aller plus bas. On va pas s'intéresser aux millions de kilomètres carrés de plaine abyssale qui sont assez monotones, il faut bien le dire. Et on n'a pas cartographié tout ça, quoi. Donc on a les grandes lignes, mais c'est une grande inconnue, le fond des océans. Ouais. Oui, carrément. Et il y a un peu une phrase qui pourrait représenter peut-être notre lien aux océans, c'est loin des yeux, loin du cœur, où en effet, on voit rarement ce qui se passe dans les océans, la manière dont on est en train de les vider également. Quand on parle de l'élevage, par exemple, là, on a des choses qui sont concrètes, on le voit, mais sur la consommation de poissons, c'est moins évident. Donc, comment est-ce que un outil comme la fresque Océane vient s'inscrire aussi dans une logique de sensibiliser et de mettre la réalité un peu face à nous pour peut-être déclencher l'action dans une étape suivante? Ouais. Et alors il y a une autre phrase, je rebondis sur ce que tu dis, il y a une autre phrase qui est intéressante, c'est Tabarly qui la disait, l'océan c'est le truc qu'on a dans le dos quand on est à la plage. Et j'aime bien cette phrase-là, parce que pour pas mal de monde c'est ça. Hein. Alors de moins en moins, parce qu'on s'y intéresse de plus en plus, mais quand même, il y a un peu de vrai en fait dans cette histoire-là. Alors, ouais, sur le rôle, donc, du coup, moi je travaille beaucoup sur la question de la sensibilisation et de l'éducation sur ces trucs-là. Et juste, j'ai voulu remettre un petit peu en perspective cette histoire-là. C'est-à-dire que l'éducation et la sensibilisation a sa place dans toute une série d'autres types d'actions qu'on peut trouver pour protéger l'océan. Donc il y a l'innovation, il y a la science qui semble assez évidente et auquel on pense assez vite. J'ai mis la conceptualisation, la philosophie, la pensée, etc. La production de pensée, de la production de discours, c'est super important parce que ça permet de créer des récits en fait. Donc ça compte aussi. La réglementation évidemment parce qu'on pense souvent à interdire pour protéger. Mais c'est une partie du dispositif. Et donc moi, la partie que j'ai mise donc en brun là, sur cette slide, c'est le côté éducation. Et effectivement, on a un rôle à jouer pour emmener les gens, globalement pour emmener les gens, quoi. Pour emmener les gens, pour faire progresser le niveau global de connaissance sur l'océan, pour que ce soit plus effectivement ce truc qu'on a dans le dos quand on est à la plage. Alors Alain l'a mentionné tout à l'heure, j'ai pu faire sur cette scène un petit texte que j'ai écrit avec un violoncelliste. Et en fait, moi, ce qui m'a amené à m'intéresser en effet aux questions de biodiversité et notamment aux océans, c'est toute cette question des imaginaires et notamment des documentaires et des voix assez emblématiques qu'on a en tête pour certains. Je pense à David Attenborough qui nous a donné et légué les fameuses séries documentaires Blue Planet. Clément, peut-être, est-ce que déjà tu pourrais nous dire qui tu es, ce que tu fais et comment tu viens t'inscrire dans cet objectif de sensibilisation?
Bonjour, enchanté, enchanté Stécie. Oui, moi donc je suis Clément Pourtal et je suis le fondateur de l'ONG The Blue Quest et notre but c'est d'aller à la rencontre de projets de protection marine à travers le monde pour mettre en avant leurs actions, pour mettre en avant leurs solutions. La bonne nouvelle c'est qu'on a des solutions aujourd'hui, mais aussi pour mettre en avant, et je pense que c'est le plus important, les personnes qui y travaillent, les messages qu'ils veulent faire passer. Et donc aujourd'hui, effectivement, on sait en grande partie ce qui se passe, on a les chiffres, il faut absolument qu'on arrive à amener les chiffres dans notre monde de tous les jours. Et nous, on est parti du principe que le documentaire, la vidéo, va être un médium qui va être vraiment important, va être vraiment intéressant pour conceptualiser, concrètement voir ce qui se passe et essayer de le rapprocher avec des histoires qui sont vraiment humaines, où chacun d'entre nous peut s'identifier là-dessus. Donc voilà très concrètement ce que je fais. On a fait plusieurs documentaires. Le dernier, il a été projeté tout à l'heure, il est sur l'île de Palawan, sur l'archipel de Palawan aux Philippines. Et on a choisi de mettre en avant des initiatives de protection marine qui touchent à une des solutions qu'on a aujourd'hui pour protéger l'océan, qui sont les aires marines protégées. Donc dans ce documentaire, on allait suivre 3 projets qui mettent en place ou qui gèrent des aires marines protégées, que ce soit au niveau privé, que ce soit au niveau institutionnel ou que ce soit au niveau communautaire. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans un moment où on a besoin de trouver ces nouveaux récits, de retrouver cette connexion aussi avec le vivant. Et c'est un domaine qui paraît simple, qui en fait est aussi super complexe. Et nous, on essaie de faire passer différents messages via la production documentaire. Donc c'est des documentaires qu'on va autoproduire, parce qu'en fait, ils vont purement et simplement servir de médium à des discussions, à de la sensibilisation de grand public. Et c'est-à-dire que là, par exemple, cette semaine, il était aussi bien dans des événements grand public, et il a été utilisé en même temps à Manille. Les 3 projets sont allés voir le gouvernement pour organiser une journée de diffusion du documentaire et commencer à tisser des partenariats ensemble. Donc aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est par ces histoires inspirantes, essayer de bouger un peu les choses. Alors, tu parles d'inspirer, de créer de nouveaux récits. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, dans les documentaires qu'on voit, notamment sur la biodiversité, sur la nature, sur les océans, on a un peu 2 écoles. Il y a l'école qui est très basée sur l'indignation. Je pense à Fish-Spiracy ou ce genre de choses où, en fait, on nous met face un peu à toutes les horreurs qu'on est en train de produire avec nos modes de consommation, nos activités. Et de l'autre côté, un truc très contemplatif où en fait on serait uniquement dans l'appréciation finalement de la beauté, des merveilles de la nature. Comment est-ce qu'on fait peut-être pour créer une 3e voie qui soit peut-être quand même réaliste sur l'état actuel des océans, mais en même temps pas totalement dans la nature, c'est uniquement les petits poissons et les dauphins qui sautent hors de l'eau, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que soit d'un côté on a des productions qui sont très axées sur les espèces, très axées sur des endroits qui sont loin, qui sont encore ce qu'on appelle en anglais pristine, qui n'ont pas trop été touchés et tout, donc c'est beau. Et d'un autre côté on a des documentaires où vraiment tout va mal. Et en fait je pense qu'on a vraiment besoin de cette 3e voie qui, et nous c'est un peu ce qu'on essaye de faire à notre niveau, met en avant les solutions, les actions et les humains qui sont derrière et essayer de porter ces messages. Nous, typiquement, dans les documentaires qu'on fait, il y a ces belles images un peu contemplatives, mais il y a les histoires de chacun. Nous, on part qu'à 2 sur le terrain, avec le but de vivre avec les projets. Et c'est-à-dire que, concrètement, comment ça se fait un documentaire normalement, c'est qu'on monte un budget, on passe par une boîte de prod, on a très peu de temps sur le terrain, on rencontre les gens. Par exemple, là, si je t'interviewais, Stécie, pour un documentaire, on se serait rencontrés il y a 2 minutes, tu aurais eu un micro, tu nous aurais pitché le truc, on aurait gardé 30 secondes et ça aurait fait ça. Nous, on essaie vraiment de passer du temps pour avoir premièrement ces pitchs et ces explications, puis en fait le côté humain, pourquoi vous faites ça, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qui se passe. Donc je pense que ça c'est super important en fait comme 3e voie, de montrer par l'exemple sans que ça soit trop scolaire. Et en fait, faire passer de la connexion, des émotions. Mais il y a besoin de tout, en fait. Il y a besoin des documentaires d'émerveillement, où c'est les moments où ça va pas, on les voit, on est content, on voit ce qui se passe et on voit ce qu'il peut y avoir. On a aussi vraiment besoin des documentaires qui alertent. Tu parlais de Seaspiracy, moi dans mes cercles, il y a énormément de gens qui m'ont contacté derrière, qui m'ont dit mais je savais pas, j'ai appris quelque chose. En fait, on a de l'info. Nous, c'est marrant, on a sorti le documentaire quelques mois avant, un documentaire qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, qui s'appelle Air Marine Protégée, l'imposture française, je crois, qui est un documentaire qui parle donc de ce qui se passe chez nous en France pour les aires marines protégées. Et moi, j'adorerais faire des doubles diffusions avec notre documentaire qui veut essayer de tendre vers le positif, l'inspiration, et à côté un documentaire qui rappelle, concrètement où on en est. Et je pense que aujourd'hui, ça, c'est des médiums, c'est du matériel
qui permettent en fait d'avoir ensuite des gens sur une table qui parlent et qui parlent des solutions. Enfin, en tout cas, nous aujourd'hui, notre documentaire, il est utilisé dans ce sens-là et il sert un peu à poser une base avant qu'il y ait des discussions qui soient aussi bien grand que public qu'institutionnelles. Ouais, on parle des océans, il y a quand même des images qui reviennent très régulièrement sur ce sujet-là, c'est les coraux, où en fait on a l'impression que limite dans les océans c'est presque l'unique sujet, et souvent il y a des trucs très caricaturels finalement, où soit à nouveau tout va mal, soit on a l'impression que en fait pourquoi s'inquiéter des coraux, on a trouvé des solutions, ça va aller mieux. Donc, Jamila, est-ce que tu pourrais à nouveau toi aussi te présenter ton projet et ce que tu fais au quotidien? Ça marche. Bonjour à tous. Enchantée et ravie de prendre la parole aujourd'hui. Donc, je m'appelle Jamila Donti, je suis la fondatrice de Corail et c'est une start-up qui ambitionne d'embarquer le secteur privé dans la régénération des écosystèmes marins côtiers, en fait, de la biodiversité marine en général. Et en fait, tu posais la question pourquoi le corail en fait est important. C'est parce que c'est un des écosystèmes piliers de la bonne santé de cet océan. Donc nous, d'abord pour réexpliquer ce qu'on fait, en gros on aide vraiment les entreprises à passer de la réflexion à l'action. Donc d'abord on va les conseiller en les aidant à prendre conscience de la dépendance de leur économie à la bonne santé des coraux, parce qu'en fait, on parle souvent de l'impact que les entreprises ont sur l'environnement, mais on oublie souvent que l'existence de cette économie, de ces entreprises, dépend de la bonne santé de ces écosystèmes. Donc typiquement, par exemple, l'industrie touristique dépend en grande partie, l'industrie touristique côtière bien sûr, dépend en grande partie de la bonne santé des océans. Donc une offre de conseil, et ensuite on va les aider à passer à l'action dans le cadre de leur politique RSE en répliquant le modèle de la reforestation. Et donc, en fait, nous, on se fait payer pour planter des coraux dans la mer, comme des écoteries, par exemple, se font payer pour replanter des arbres. Donc voilà notre mission aujourd'hui. Et je reviens sur le corail, parce qu'on s'appelle Corail et on replante du corail, on va dire oui, bon, c'est évident. Mais en fait, notre mission, c'est vraiment la biodiversité marine dans son ensemble. Le corail, c'est moins d'1% de la superficie des océans, mais c'est 25% de la biodiversité marine. Et s'il s'effondre, c'est un quart de la biodiversité marine qui disparaît. Donc en fait, on parie sur une grosse partie en fait, de la biodiversité marine aujourd'hui. Donc voilà notre mission. J'imagine que pour faire comprendre à des entreprises qu'il y a un peu cette relation de dépendance et pas uniquement d'impact, comme tu viens de le mentionner, mais il y a besoin de passer aussi par peut-être quelque chose de plus philosophique aussi. On parle beaucoup de cette dualité nature-culture. On a l'impression que protéger la nature, c'est plus pour justement l'environnement qu'on le fait que pour nous. En fait, on a l'impression qu'on peut exister en dehors du monde du vivant et qu'on n'a pas besoin de tout ça. Comment est-ce qu'il y a ce travail aussi à faire pour embarquer et peut-être remettre un peu les équilibres aux bons endroits ? Alors, tout à fait. En fait, déjà, il faut commencer par se poser la question. Aujourd'hui, 50% du PIB mondial est généré par la nature. Et par exemple, vous êtes transporteur maritime. Je vais prendre un exemple. Vous êtes transporteur routier. Vous allez payer un camion pour transporter. Vous allez acheter un camion pour développer votre industrie. Et les routes sont construites. On a payé des gens pour construire des routes. Personne n'a payé la mer pour permettre à ces bateaux en fait, d'avoir une infrastructure qui leur permet de faire du transport. Et aujourd'hui, c'est ça en fait, qu'on essaie de pousser auprès des entreprises, c'est qu'elles comprennent que l'existence de leur business dépend de la bonne santé de ces écosystèmes. Et donc, en fait, il y a une prise de conscience déjà, donc ça revient sur la sensibilisation, donc des acteurs comme la Fresque Océane, c'est super. Nous, dans notre offre de conseil, il y a aussi une sensibilisation, tu parlais de cœur. Et en fait, pour toucher la raison, il faut d'abord toucher le cœur. Donc, on les aide aussi un peu à prendre conscience de ça, à se reconnecter en fait au vivant et à comprendre qu'il y a une réalité économique derrière. La pêche, aujourd'hui, dépend principalement de l'approvisionnement de la mer et cette biodiversité marine. Elle existe parce qu'il y a des coraux, de la mangrove où les poissons vont pouvoir se reproduire. Donc, c'est de rappeler ça. Donc toucher à la fois le cœur, mais aussi la raison, et donc par les chiffres, par l'économie, quoi. Robin, peut-être du côté de Line Up Océan, est-ce que c'est les mêmes enjeux, les mêmes problématiques? Déjà, qu'est-ce que vous faites au quotidien? C'est quoi votre mission? Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc Robin Alloz, CEO de Line Up Océan. Nous, on est une start-up à mission. D'ailleurs, on est au stand avec Jamila, au stand de Nausicaa, si vous voulez nous voir à l'entrée.
Globalement, c'est un peu les mêmes enjeux, c'est-à-dire que là, en fait, on parle de services écosystémiques. Donc, ce sont les services que la nature nous rend. Dans l'océan, on en a énormément. On parle également de services hydrosédimentaires. De base, je suis océanographe en physique du littoral, donc j'ai touché de près pendant beaucoup d'années les problématiques d'érosion côtière et de submersion marine. Et aujourd'hui, les chiffres sont assez impressionnants, hein. On l'a vu au début de la présentation. Globalement, on est sur une élévation moyenne du niveau de la mer de 3,2 mm par an. Cette élévation, elle est attendue à 4,4 mm d'ici à peu près 15 ans. On a en même temps 24% des plages sableuses qui sont en train de reculer, 50% des côtes soumises à la submersion marine. En 2020, c'était déjà plus de 600 millions de personnes qui étaient concernées par ce risque et qui ne va ne faire finalement qu'augmenter avec la hausse du niveau et l'intensification et l'augmentation de la fréquence des tempêtes, qui n'est pas forcément homogène sur toute la planète. Nous, on est de Méditerranée, par exemple. En Méditerranée, il a été prouvé, là, début 2024, que effectivement l'intensité des événements extrêmes était avérée. Par contre, pas forcément leur fréquence, alors que dans d'autres endroits, notamment autour du Pacifique, avec les cyclones, les typhons, là, effectivement, on a de la mesure qui le prouve. Donc, ces services hydrosédimentaires, ils sont rendus par la nature. C'est quoi ? C'est dissiper l'énergie de la houle, finalement. Donc, c'est avoir, par exemple, sur des systèmes sableux, des bancs de sable en bon état de santé. C'est également dans des systèmes tropicaux ou subtropicaux, avoir de la mangrove, des racines de palétuvier en bon état, des barrières coralliennes qui sont également dans un état sain. Globalement, on peut parler d'état de santé général. Et quand cet état de santé se dégrade, c'est pas seulement que la biodiversité, je dirais que on va dire les paramètres biotiques qui sont touchés, c'est également la physique qu'il y a derrière. Et du coup, la vulnérabilité des populations, des sociétés littorales qui est directement impactée et qui est généralement augmentée en termes de vulnérabilité. Et donc, c'est important à la fois d'agir de manière avec des solutions vraiment fondées sur la nature, c'est-à-dire aller restaurer des écosystèmes naturels, pouvoir les protéger, les sanctuariser ou les restaurer directement. Et en même temps, être capable de développer des solutions un peu plus hybrides, imaginées par l'homme, pour essayer de tendre la nature et finalement accélérer cette résilience. L'idée, c'est pas d'aller artificialiser des côtes, mais on a quand même besoin de solutions qui peuvent soit compenser en partie nos impacts, soit venir appuyer des stratégies plus larges, plus long terme de restauration naturelle, pour pouvoir finalement construire ensemble avec la nature et avec l'ensemble des donneurs d'ordre, des acteurs maritimes, des stratégies de résilience qui servent à tout le monde en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous, la mission de Line Up, c'est justement d'accompagner et de préparer les collectivités littorales, leur population et plus largement les acteurs maritimes dans la résilience. Et cette résilience côtière, c'est quoi ? C'est être capable de faire face aux impacts conjugués du changement climatique, des aléas littoraux, des pressions anthropiques, on en a parlé tout à l'heure. Et c'est uniquement en ayant des stratégies assez diverses, en fait, assez parfois hybrides, parfois uniquement axées sur de la restauration, parfois axées également sur du repli, c'est-à-dire la recomposition spatiale, c'est dire aussi les sociétés doivent reculer face à l'augmentation de ces risques. À certains endroits, c'est possible, à d'autres non, ça il faut en avoir conscience. Il y a également des stratégies hybrides entre les deux, et donc c'est notre devoir et notre métier que de travailler en ce sens-là, et de s'adapter surtout à chaque façade maritime, puisque les enjeux sont, bien que les problématiques soient un petit peu communes, localement les enjeux sont quand même assez particuliers, assez singuliers, on va dire. Et c'est super ce que tu dis, parce que ça fait le lien entre pas mal de sujets qu'on a commencé à évoquer, peut-être le besoin de changer de paradigme, le besoin de porter des solutions aussi qui soient adaptées localement. Je sais que j'ai travaillé avec une chercheuse qui était plutôt spécialisée sur les Comores. Les Comores aujourd'hui qui sont des îles qui sont en train de faire face à une montée des eaux, érosion littorale, et où en fait on se rend compte que les solutions qui étaient envisagées dans la plupart des cas, c'était de construire des digues qui sont fragiles, qui ne sont pas forcément top d'un point de vue biodiversité. Donc peut-être la question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce qu'en fait on travaille aussi pour faire en sorte qu'en fait on ne soit pas toujours dans les grosses infrastructures qui parfois coûtent très cher. Est-ce qu'il y a ce genre de problème peut-être sur la perception des solutions qui sont envisagées ? Est-ce que c'est un truc que tu as pu rencontrer sur le terrain ? Alors nous, clairement, on développe les digues de demain. Ces digues, c'est des structures qui sont inspirées d'écosystèmes qui rendent des services soit hydrosédimentaires, soit écosystémiques, comme les mangroves, les herbiers marins, les fonds rocheux. On peut mixer également ces structures pour avoir des systèmes
qui justement sont totalement opposés aux ouvrages classiques de protection côtière. Ça reste lourd. Pourquoi? Parce qu'on doit quand même faire face à des contraintes mécaniques, à des contraintes océanographiques en bord de mer qui sont importantes. Pas la peine de vous décrire la force des vagues en conditions de tempête. Donc ça reste des aménagements conséquents, mais qui sont quand même de plus en plus en phase, on va dire, avec les stratégies d'aménagement long terme et durable des collectivités côtières. L'idée derrière, c'est quoi? C'est de, contrairement aux digues passées, c'est de faire des systèmes qui sont poreux, qui sont transparents pour les flux hydrosédimentaires, les flux biologiques, écologiques, et qui permettent à la fois d'atténuer les risques côtiers, tout en servant d'habitat ou en tout cas de nurserie ou de nourricerie pour des espèces marines en présence, et également, pourquoi pas, de supports écotouristiques qui permettent justement de sensibiliser les populations en ayant un ouvrage en même temps de défense. Donc on a à la fin une solution hybride imaginée par l'homme, déployée de manière intelligente et raisonnée. C'est-à-dire que l'idée, c'est par exemple sur 100 mètres linéaires à protéger, on ne va pas déployer 100 modules ou 100 mètres de digues. Non, l'idée, c'est d'aller justement optimiser ce déploiement pour répondre parfaitement à la problématique du site, sans pour autant artificialiser au maximum le fond marin, en fait, tout simplement. Et donc ça, c'est un gros challenge. C'est sur base de biomimétisme, d'éco-conception, avec une approche très exhaustive, également une approche d'optimisation multi-échelle de la structure des modules, donc, qui sont un peu comme des Lego sous-marins, que vous pouvez aller voir, il y en a à l'entrée du salon, on en a fait venir quelques-uns, et derrière avoir justement des performances multifonctionnelles qui vont de la protection du trait de côte jusqu'au développement d'activités de pleine nature en lien avec les écosystèmes et les vagues. Alors Xavier, on comprend que l'humain, ça va, il n'est pas trop forte tête non plus. Parfois, il apprend aussi de ses erreurs et il comprend qu'il y a des solutions qui sont peut-être mieux que celles qu'on a imaginées par le passé. Alors, la question de la connaissance et comment est-ce qu'on crée une connaissance solide se pose donc. Est-ce que vous auriez peut-être, tu aurais des éléments à donner sur la manière dont on peut s'y prendre pour apporter plus de connaissances? Alors, il faut aider la recherche, il faut financer la recherche, ça c'est hyper important. Je ne sais pas s'il y a des chercheurs ici, mais bon, c'est compliqué quoi, en ce moment. Et la recherche en océanographie, c'est pareil. Voilà. Donc il y a beaucoup de données à aller chercher. Il y a plein de choses qui sont faites, mais c'est vrai que... ouais. Donc on ne peut pas faire l'économie de cette science, en fait, d'une certaine manière, parce que pour établir les connaissances, et à la Fresque Océane, nous, on travaille uniquement à partir de connaissances avérées, produites par des organismes qui ont pignon sur rue, etc. Enfin, vraiment, et de la science qui fait consensus. Hein. La science, c'est une discussion permanente. Mais du coup, l'important, c'est vraiment d'aller chercher cette donnée, de la consolider, de la travailler, de prendre le temps aussi de la science. Et c'est vrai que des fois, on se dit on n'a pas beaucoup de temps, mais la science, elle a un temps qui n'est pas en général notre temps politique, pour ne parler que de celui-là. Oui, je pense que c'est vraiment ça. Et donc, il y a plein d'initiatives qui essayent de pallier soit au défaut de financement. La science participative se développe beaucoup, et en plus, elle a des vertus pédagogiques hyper intéressantes. Et donc ça, c'est une des possibilités. Mais ça ne fait pas tout non plus. À un moment donné, quand on a des données, il faut un doctorant derrière pour pouvoir les traiter, pour pouvoir en tirer de l'information, etc. Donc après, il y a peut-être des solutions autour des IA. Je pense qu'une des fonctions des IA, ça va être d'aller traiter de la donnée. C'est d'ailleurs sans doute ce qu'elles font de mieux. Voilà. Après, il va falloir encore l'interpréter, mais peut-être que ça peut permettre d'accélérer un certain nombre de choses. Je ne sais pas. Là, c'est pas un domaine dont je suis spécialisé, mais c'est un truc que j'observe et où je me pose des questions là-dessus. Voilà. Jémila, on entend les entreprises, le politique, j'imagine qu'il y a aussi les citoyens dans tout ça. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un peu de ces trois piliers quand même assez fondateurs finalement sur la question des océans? Oui, en fait, quand il y a un problème, la première étape est peut-être la plus dure à prendre, c'est la prise de conscience de ce problème. Identifier le problème et comprendre ensuite comment on pourrait le régler. Et aujourd'hui, on a un gros problème au niveau sociétal, qui est qu'on s'est complètement déconnecté de la nature dans notre manière de travailler. Et ça, c'est vrai à plusieurs niveaux. C'est vrai à l'échelle de l'individu,
C'est vrai ensuite à l'échelle des petites organisations. Donc là, je vais parler des sociétés, donc sociétés privées, mais on peut aussi avoir des sociétés publiques. Et c'est vrai ensuite à une échelle presque transnationale qui est celle des politiques au niveau des collectivités, on en parlait tout à l'heure, mais même au niveau national, voire international. Et donc aujourd'hui, c'est super, hein, ça existe, des projets de restauration corallienne, je ne suis pas la première qui vient vous en parler, et même, voilà, on n'est pas forcément les premiers en fait, mais là où c'est innovant et là où je trouve que l'entrepreneuriat aujourd'hui, dans un cadre où on a envie de changer le paradigme, ça nous oblige en fait à prendre un triple rôle. Moi, c'est celui que j'ai pris avec Corail, c'est d'aller toucher la conscience des individus à travers la sensibilisation qu'on peut faire. On a d'ailleurs sorti il y a 2 semaines un petit outil, c'est une application où vous pouvez raconter, grâce à Adlia, vous pouvez raconter une histoire et ça sensibilise vos enfants, donc vous les amenez plonger, même si ils sont dans un quartier de Lille, dans le nord, et qu'ils n'ont aucun lien avec la mer, ils vont comprendre qu'une respiration sur 2 que vous faites aujourd'hui, elle existe parce que l'océan et les coraux sont en bonne santé. Donc toucher les individus, ensuite toucher les entreprises. Bon, bah, ça c'est notre mission chez Corail, vous l'avez compris. Donc passez me voir à mon stand si vous voulez que je vous en dise plus, mais l'idée c'est pas de reparler ici de la mission, mais de dire que voilà, on a aussi ce rôle d'aller convaincre nos clients. Mais après, au niveau sociétal, et ça c'est vraiment un rôle, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui prennent un peu cette double casquette, de faire du lobbying positif pour l'environnement, et donc de venir s'engager. Donc moi je me suis engagée avec Sustainable Ocean Alliance, j'ai rejoint Respect Océan pour aller en fait parler de cette mission, faire prendre conscience aussi aux politiques publiques qu'il faut créer un marché qui soit positif pour la nature. Et qu'aujourd'hui, dans un PNL, donc une logique de profit et de perte pour une entreprise, on intègre aussi la valeur de la nature. Et donc vraiment de porter ce plaidoyer aussi à un niveau national. Et donc avec la Sustainable Ocean Alliance, par exemple, on vient participer à proposer des nouvelles politiques publiques. Parce qu'on ne le mentionne pas assez, mais l'océan c'est quand même un peu un Eldorado aussi pour pas mal d'industries. On a eu le cas avec notamment SOA qui s'est engagé sur la question du deep sea mining. Comment est-ce que en fait on fait en sorte de ne pas avoir des reculs? Parce qu'avancer c'est bien, mais si on recule 3 pas par la suite, c'est compliqué. Je sais pas, peut-être si l'un d'entre vous souhaiterait nous en parler, s'exprimer là-dessus sur en fait comment est-ce qu'on fait pour mettre en avant évidemment tout ce qui fonctionne et tout ce qu'on peut faire progresser, mais ne pas oublier de mentionner tout le mauvais en fait qu'on doit arrêter entre-temps. Peut-être. Ouais. Clément, Robin. Très rapidement, comme je disais tout à l'heure, c'est un équilibre à trouver, c'est qu'on a besoin de savoir, d'être informé sur ce mauvais. Je pense que c'est ça la priorité. La bonne nouvelle, vous l'avez compris, j'essaie plutôt d'être dans l'optimisme, c'est qu'aujourd'hui on les a, les infos, on a beaucoup d'infos, on a beaucoup de ressources en ligne, on peut réussir à appréhender à différents niveaux ces sujets, à avoir ces infos-là, mais encore une fois, on a besoin de connaître ce mauvais, de vraiment l'identifier, qu'on sorte un peu d'une logique très lobbying, un peu obscure et tout, et que ça soit mis sur le devant de la scène. Pour ça, moi, il y a juste une petite anecdote, mais justement, SOA, ils sont partenaires du documentaire, parce que j'adore ce que fait SOA et je trouve ça génial. Moi, je les avais rencontrés dans le contexte de la conférence des Nations Unies à Lisbonne, où en fait, j'étais allé un peu en traînant des pieds en me disant, bon, en fait, là, on est sur le deep sea mining, c'est en train d'avancer vraiment, on voyait vraiment tout le monde qui allait en 5e vitesse dessus. Nous, il ne faut pas oublier que la France, en début 2022, on avait eu le One Ocean Summit à Brest, où là, il était clairement question d'expliquer pourquoi il fallait absolument qu'on y aille et qu'on soit pionnier dans le deep sea mining. Donc là, on sort de ces réunions surmotivé. Donc c'était vraiment déprimant. Et en fait, en arrivant à Lisbonne, moi j'ai vu quelque chose avec SOA, c'était vraiment les jeunes qui prenaient parti dans les négociations internationales, qui étaient au fait des sujets, qui étaient capables d'aller échanger avec leurs ministres respectifs dans le monde entier pour pousser des sujets, interroger, comprendre ce qui se passe et tout ça. Je ne sais pas à quoi est dû le revirement de la situation en France, mais à cette conférence des Nations Unies, on a eu la prise de parole du président français qui a décidé de passer d'une logique il faut qu'on aille en 4e vitesse à de l'exploitation, à on fait un moratoire et un ban sur l'exploitation profonde des fonds marins. Donc en fait, il faut vraiment qu'on garde à l'esprit tous ces mauvais côtés, tous ces risques qu'on a,
qui sont vraiment indéniables, et qu'on arrive à pousser les solutions inspirantes. Et ce que tu disais, c'est vraiment juste, c'est qu'à un moment, même si on est juste dans une logique purement économique, dans tous ces indicateurs, il y a des indicateurs clés qu'on ne retrouve pas. Moi, pour petite parenthèse, en fait, à côté de The Blue Quest, je fais pas mal de trucs. J'ai travaillé pendant 3 ans dans une fondation qui avait pour but de lever des fonds pour financer la recherche océanique. C'est effectivement super compliqué de trouver ces connexions. Et là où je suis assez content, assez optimiste, c'est qu'aujourd'hui, on les trouve encore plus. Mais pour revenir à ce que tu disais, Xavier, la recherche océanique, ça coûte extrêmement cher. J'avais rencontré un chercheur sur un événement qui était chercheur sur les coraux profonds, donc qui allait les étudier en plongée. Et en fait, lui, il revenait. Il était parti avec des amis à lui qui faisaient des recherches sur des écosystèmes de forêt. Et il hallucinait parce qu'en fait, ils avaient pris les tentes, ça n'avait pas coûté grand-chose. Pendant 15 jours, ils étaient dans la forêt. Ils pouvaient être en contact avec les espèces qu'ils étudiaient quotidiennement, quand ils voulaient. Et lui, il me disait, mais moi, en fait, je vais sur le terrain, j'ai 5 jours de terrain. J'ai une plongée profonde par jour, j'ai 5 minutes avec mes coraux. Et donc, en fait, sur 5 jours de terrain, il a passé 20 minutes avec ses écosystèmes. Et ça lui a coûté 50 fois le prix de ça. Donc, il faut aussi qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, c'est un devoir que le secteur privé s'engage là-dedans. Il y a besoin de fonds. On a défini ce dont il y a besoin. Il y a des promesses de dons qui sont faites par les pays au niveau international et tout. Mais on a aussi vraiment besoin du secteur privé. Alors il y a besoin d'argent, mais il y a besoin de savoir aussi quand est-ce qu'on a de l'impact. Et j'imagine que pour ça, il y a des indicateurs, peut-être pour suivre concrètement à quoi servent les projets qui sont menés sur le terrain. De votre côté, Jamila et Robin, est-ce que vous avez des indicateurs sur vos projets? Comment est-ce que vous fonctionnez? Parce qu'à un moment donné, il faut rendre des comptes aussi. Jamila? Oui, carrément. Déjà, on peut pas convaincre en fait un dirigeant d'entreprise sans lui proposer des chiffres en face. Donc, effectivement, à défaut d'un ROI, donc un retour pur sur investissement, on s'était lancé au début dans le BRIM, c'est le Biodiversity Return on Investment, qu'avait développé l'UNESCO, enfin l'UNEP, pardon, l'UNEP, et en fait, on s'était lancé là-dedans et c'était trop pionnier pour les entreprises parce que c'était pas dans leur mécanisme. Et aujourd'hui, en fait, on va avoir des indicateurs qui existent parce qu'il faut justement que le marché se développe pour ça. C'est pour ça que je parlais encore une fois, je reviens sur l'importance de s'engager. Mais donc, aujourd'hui, on a depuis 2024 une législation européenne, une directive européenne qui oblige les entreprises maintenant à mesurer leur impact et leur dépendance, c'est ce qu'on appelle la double matérialité, sur la biodiversité et pas que le carbone. Donc on avait cette crise du climat, maintenant on parle aussi de la crise de la biodiversité. Et donc aujourd'hui on a des métriques, et ces métriques c'est quel impact négatif je peux avoir sur les écosystèmes dont je dépends ou sur lesquels j'ai le plus d'impact. Je suis transporteur maritime, je prends toujours cet exemple, combien de fuel je perds dans la mer. Donc c'est principalement en fait ce cadre législatif qui existe et il y a une liste de KPI existants. Nous en fait on vient s'adapter à ça pour convaincre les entreprises et leur montrer ce qui se passe sur le terrain, au-delà des KPI que nous on va avoir, qui est la taille de nos coraux, la quantité de coraux qu'on a et les poissons qui sont revenus, tous les animaux marins plutôt, parce qu'il n'y a pas que des poissons, mais c'est toujours plus simple de dire ça, qui sont revenus dans la zone. Juste pour compléter ce que vient de dire Jamila, globalement, déjà pour nous, en tout cas chez Line Up Océan, on a besoin de différents sites pilotes dans des environnements variés pour pouvoir avoir justement des indicateurs, on va dire, pertinents en fait, au niveau des impacts à la fois positifs comme potentiellement négatifs sur certains paramètres clés. Et pour ça, on a besoin de sites pilotes, mais qui soient, on va dire, parfaitement cadrés et ciblés, et avec des collaborations qui ont du sens, tant au niveau des suivis scientifiques qu'au niveau des suivis socio-économiques. Donc en fait, ce qui est incroyable, je trouve, avec le littoral, c'est qu'on cristallise en fait l'ensemble de la société, et c'est vraiment important de pouvoir rassembler tous ces acteurs-là, tant scientifiques que socio-économiques ou encore les populations, et de les faire participer à l'élaboration déjà de ces indicateurs
et de ces suivis pour qu'en fait tout le monde soit d'accord. Et simplement ce que je voudrais rajouter très rapidement, c'est que nous on a choisi le modèle de société à mission parce que voilà, c'était l'ADN en fait de la boîte depuis le début. Et c'est pas simplement une politique RSE, hein. La société à mission, c'est un engagement et c'est volontaire. On a été audité récemment après nos 2 ans d'existence. Et là, globalement, c'est quoi? C'est pouvoir construire une stratégie d'entreprise autour d'objectifs statutaires, justement, à partir desquels ensuite découlent des objectifs opérationnels, des actions et des indicateurs clés, tant sur justement les impacts positifs comme négatifs, ou en tout cas les axes d'amélioration qui sont à aller chercher en fait avec justement les bons référents, les bons acteurs. Et donc on peut en faire un modèle d'entreprise qui est assez passionnant et voilà, où en fait faut petit à petit se donner les moyens de ses ambitions. Il faut être réaliste aussi avec on va dire la réalité économique en fait, hein, des jeunes boîtes comme nous. Voilà, on ne peut pas passer du tout au tout, on ne peut pas avoir forcément l'ensemble de l'impact que l'on souhaite avoir à court terme, mais l'idée c'est de pouvoir construire une stratégie agile où on va pouvoir toucher du but. Finalement cela avec des indicateurs qui sont en plus sous couvert par exemple d'universités, de partenaires scientifiques de renom. Nous par exemple sur les suivis écologiques, voilà, on n'établit pas les protocoles tout seul, non plus sur on va dire les suivis socio-économiques et donc voilà. Moi, j'ai pu poser pas mal de questions. J'aime bien quand même laisser la place pour au moins 2-3 questions dans le public. Je ne sais pas si vous en avez. N'hésitez pas à lever la main. Et si ce n'est pas le cas, ce que je vous propose peut-être sur scène, c'est qu'on fasse un petit tour de conclusion dans lequel vous pouvez peut-être nous donner un peu les messages clés à retenir de cette conférence. S'il y a des messages aussi que vous n'avez pas eu le temps de faire passer, c'est le moment. Et si vous avez des questions, la scène est également ouverte, donc n'hésitez pas. Xavier, est-ce que tu veux commencer ? Alors, hop. Bon, je parle pas de l'outil, pareil que les autres. On a un stand, vous venez nous voir, on vous racontera ce que c'est la fresque océane avec plaisir. C'est un outil agile, intéressant, etc. Voilà. Moi, j'avais préparé juste cette petite conclusion sur l'océan, notre avenir. Alors d'abord, il y a des conditions pour qu'il y ait un avenir. Alors l'océan, dans 100 000 ans, 300 000 ans, sera toujours là, dans 1 million d'années, et il y aura de la vie dedans, ça c'est sûr. Il n'a pas besoin de nous, donc ça, il a un avenir. Mais après, la question, c'est notre avenir avec nous, avec l'océan. Et donc, je pense qu'il y a besoin d'un certain nombre de conditions pour qu'il y ait un avenir entre nous et l'océan, qui sont d'abord celles d'intégrer individuellement et collectivement la notion de limite planétaire. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette idée-là, mais je trouve que c'est une idée assez forte. C'est-à-dire que ça permet, on parlait d'indicateurs, mais ça permet de mesurer ce qu'on est en train de faire ou pas. Est-ce que dans ce qu'on est en train de faire, dans le business qu'on est en train de monter, est-ce qu'on est en train de pousser vers les limites planétaires, vers dépasser les limites planétaires, ou est-ce qu'on est au contraire dans la limite de ces limites-là, enfin qu'on est à l'intérieur de ces limites-là, et est-ce qu'on voilà. Donc c'est savoir dans quelle direction on va, dans quelle direction on pousse. Ça, je pense, et l'intégrer individuellement et bien entendu collectivement. Changer notre représentation, nous c'est ce qu'on essaye de faire en permanence, de changer la représentation qu'on a de l'océan. On parlait de le truc qu'on a dans le dos. Dans l'océan. Ce n'est pas, il y a aussi la représentation qui date de pas si longtemps, que c'est juste une immense poubelle, baignoire aussi, parce qu'on n'aime pas trop que ce soit une poubelle, mais dans certains cas, on se posait... Je ne sais pas si vous savez, mais la première fois qu'on a descendu à 11 000 mètres de profondeur, la question centrale qu'on se posait, c'était de savoir si on allait pouvoir mettre nos déchets nucléaires au fond. C'est-à-dire s'il n'y avait rien du tout, s'il n'y avait pas d'animaux, s'il n'y avait pas de vie, ça pouvait être une poubelle à déchets nucléaires et ça serait sympa. Voilà, c'était la question qui a permis de financer cette descente-là. Heureusement, on a trouvé de la vie. donc on n'a pas jeté nos déchets nucléaires. En tout cas, pas là et pas de manière visible. Voilà. De comprendre donc du coup que l'océan est un milieu vivant, complexe, fragile. Que sa bonne santé, on l'a déjà dit, tu l'as répété, mais c'est vrai, sa santé a un impact sur nous, directement. Et qu'on soit au bord de la mer ou qu'on soit loin de la mer. Et donc ça, c'est vraiment les messages que nous, on pousse en permanence. C'est de comprendre ça, on dépend de l'océan,
Voilà. Et donc, en conséquence, de changer nos manières d'agir. Et donc là, la recette, elle n'est pas trouvée. Il y a plein de gens ici qui font de la recherche, qui font du développement, qui font de l'innovation. Et ben, il faut continuer à pousser. Mais si on se pose la question de, quand on innove, de savoir si on est dans la limite planétaire ou pas, ben, c'est un truc, si on a cette petit warning là quelque part, je pense que c'est déjà, on aura gagné quelque chose. Voilà. Et donc nous, ben, on essaye de pousser cette idée-là en permanence, de faire comprendre à un maximum de gens, donc y compris ici, mais aussi avec des citoyens, avec des gens qui sont très très loin de ces questions-là, et puis de plus en plus avec des entreprises et des collectivités locales. Est-ce qu'il y a une question ? Oui, bonjour. Juste en tant que sachant qu'expert sur les enjeux de santé de l'océan et des enjeux océaniques, est-ce que vous êtes plutôt confiant, réservé, mitigé sur l'objectif 30-30 qui est sorti à la COP15, 30% d'air protégé d'ici l'horizon 2030 ? Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens, que c'est irréalisable, ou vous êtes plutôt optimiste là-dessus ? Et de même, qu'est-ce que vous pensez du traité international sur les plastiques qui est en cours qui est en train d'être légiféré, le traitement sur les plastiques ? Le traité international sur les plastiques. Voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de ces deux initiatives ou volontés des pouvoirs publics sur le sujet océan ? Moi, je veux bien répondre sur l'objectif 30-30, sur le plastique. Je ne serais pas capable, pas de prétention en tout cas, de répondre à cette question. Sur l'objectif 30-30, je pense qu'il y a deux vitesses, forcément. Comme pour tout, en fait, il y a toujours deux vitesses. Il y a la vitesse politique et puis il y a la vitesse terrain. Et je prends des risques en disant ça, mais bon, voilà quoi, on est entre nous. La vitesse politique, il faut qu'elle soit rapide en fait. Il faut mettre des ambitions fortes, parce qu'en fait, si on ne met pas des ambitions fortes, on n'arrivera pas. Et donc, voilà, ce qui a été annoncé, c'était 30-30. Face à ce que disent les scientifiques, c'est peut-être pas assez, mais c'est peut-être quelque chose d'atteignable pour certains. Et puis la vitesse terrain, celle moi de laquelle je peux parler, c'est de nos zones d'opération. Donc je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais nous, nos clients, ils sont en Europe, c'est des entreprises européennes parce qu'elles sont soumises à la CSRD, donc le marché est là. Mais vous vous doutez bien qu'on n'a pas de coraux dans la Manche, par exemple, ou pas de coraux d'eau chaude en tout cas. Et donc nous, on replante nos coraux d'abord à Madagascar, aussi parce que je suis franco-malgache. Et bref, je connais la zone Madagascar et de façon plus large les pays en développement de la région Afrique. Et il y a une réalité, c'est les fonds. Les besoins des fonds pour mettre en application, je suis intéressée d'avoir ton avis, mais mettre en application les aires marines protégées. Parce que c'est une chose de les mettre sur le papier, mais les protéger réellement d'un chalutier international qui va passer dans la zone, c'est autre chose. Et aujourd'hui, les financements étatiques ne suffisent pas, et l'action gouvernementale ne suffira pas. Il faut l'implication des communautés locales, il faut l'implication des entreprises aussi, parce qu'il faut mettre les moyens. Et moi, justement, mon mot de conclusion, ça aurait été ça, c'est les moyens, en fait. L'avenir, l'océan, notre avenir, l'assurer, c'est aussi en s'en donnant les moyens et en arrêtant de faire une économie à côté de la nature, mais une économie qui intègre la nature et donc qui rend aussi financièrement à la nature. J'espère que j'ai répondu à votre question. Peut-être pour rebondir, en termes de chiffres, il faut savoir qu'il y a à peu près 8% des océans qui sont aujourd'hui sous format des zones marines protégées, et seulement 3 qui sont en protection intégrale ou forte. Et donc il y a beaucoup de zones ou d'aires marines protégées qui en fait aujourd'hui permettent en effet qu'on aille y pêcher, qu'on aille y faire des activités nautiques néfastes pour la biodiversité. Et sur les financements, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de financements néfastes qui sont accordés aujourd'hui par rapport à la biodiversité, et que commencer par supprimer ces subventions-là, notamment aux énergies fossiles, qui ont un lien quand même avec nos océans, c'est aussi la première étape. Et nos gouvernements ont plus d'argent qu'il n'y paraît si l'argent n'est pas investi dans les mauvaises choses. Je voulais juste rebondir sur le 30-30 pour répondre à votre question. Je pense que c'est super important aujourd'hui que l'ensemble des États du monde se soient mis d'accord sur un objectif commun. Et effectivement, pendant assez vite, ça a été un peu la course à qui va annoncer le plus, qui va faire le mieux et tout. Vous serez ravis de savoir qu'en France, on protège 33% de nos eaux.
Vous serez moins ravis de savoir que, comme tu viens de le dire, Stécie, on les protège mal, pas avec le bon niveau de protection, et qu'on retrouve encore de la pêche intensive dans nos aires marines protégées. Donc ça, c'est le mauvais côté, mais le bon côté, c'est qu'aujourd'hui, ça pousse. Ça pousse au niveau international. Il y a des pays qui ont pris des vrais engagements, qui ont réussi à atteindre les 30-30, et donc ça pousse énormément. Et là, il y a vraiment une fenêtre, c'est que l'année prochaine, on reçoit à Nice la conférence des Nations Unies sur l'océan. Donc en fait, là, c'est devenu un enjeu diplomatique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on commence à être reconnu, je parle, enfin là, il n'y a que moi qui parle, hein, mais on commence à être reconnu comme un pays qui dit des choses, et on a fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire des aires marines protégées de papier. C'est-à-dire que c'est quand même assez simple de faire un décret en disant une zone qui est au fin fond de on ne sait pas où, bah, on va protéger ça. Aujourd'hui, la majorité des zones protégées françaises, elles sont super loin. Je vous laisse imaginer qu'une zone qui est super loin, ça coûte super cher à protéger. Donc qu'est-ce qui se passe? Elles ne sont pas protégées du tout. En fait, la bonne nouvelle que je vois là-dedans, même si ça paraît super noir, c'est que c'est devenu visible. Ça veut dire que là, il y a eu une grosse conférence en Grèce, il y avait SOA, je pense, la Our Ocean Conference, où en fait, on a commencé, nous, nos représentants, ont commencé à se prendre dans la tête ça, quoi. Vous vous présentez comme des champions de la protection, mais en fait, c'est pas le cas. Donc moi, je vois une vraie opportunité là-dessus, et la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur une fenêtre de tir qui est très courte, donc en fait, les choses vont devoir changer très très rapidement. Et ça, bah, par rapport au message qu'on voulait faire passer, c'est que oui, il y a urgence, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille maintenant, quoi. Et donc juste un mot sur les questions des plastiques. En fait, ça va dans le même sens, c'est-à-dire que les traités, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire que les traités, ça dépend comment c'est appliqué, ça dépend des petites virgules qu'on enlève quand on fait les décrets d'application, des mots voilà, des amendements, etc. Donc c'est absolument nécessaire parce que c'est une pression et c'est effectivement une discussion qui a lieu et que ça met le truc sur le devant de la scène. Et bien entendu, c'est très très loin d'être suffisant. C'est qu'après, derrière, il y a la société civile, il y a de la réglementation, il y a des efforts, il y a d'autres moyens qu'il faut mettre en œuvre. Voilà. Mais on est obligé de passer par là. Voilà. Donc il faut savoir que c'est à la fois une bonne nouvelle et qu'en même temps il faut être super vigilant en fait. J'aimerais juste apporter un mot sur la réglementation en fait en vigueur, même vis-à-vis des sites expérimentaux. Hein. C'est qu'aujourd'hui concrètement on peut porter des idées innovantes avec voilà, tout un tas d'indicateurs qui prouvent l'éco-conception du projet ou encore voilà, sa viabilité environnementale et économique et qui du coup pourrait soutenir toute une nouvelle économie dans le pays. Mais quand on se retrouve avec des demandes réglementaires qui finalement bloquent l'émergence d'un projet qui est déjà en phase de prototype prêt à être déployé et qu'il faut plus d'1 an, voire 1 an et demi pour pouvoir le tester dans l'eau et avoir déjà des vrais retours in situ qui eux vont alimenter la recherche, alimenter le développement, ça en fait concrètement c'est pas possible. On a vu des universitaires porter des projets, notamment en Nouvelle-Calédonie. Il leur a fallu 1 an pour passer du stade d'idée au stade de prototype, voire même de démonstrateur grande échelle dans l'eau, déployé, fonctionnel, avec des capteurs, avec tout un parc d'instrumentation sur mesure. Et en fait, ça devrait être comme ça en permanence. D'autant plus vis-à-vis des enjeux auxquels on essaye de répondre, notamment tout ce qui est lié voilà, au risque côtier. Et c'est vraiment ce qu'on va essayer de porter dès à présent avec également le ministère de la Transition écologique. Et c'est un message également qu'on va porter lors de l'UNOC l'année prochaine. On a eu récemment le Wave of Change Forum à Biarritz la semaine dernière auquel on était présent. Et on a vraiment senti cette émulation où en fait finalement toutes les collectivités sont prêtes, elles sont prêtes à aller chercher les financements, on sait que l'argent est là, qu'on peut aller le mobiliser, certes de manière voilà, intelligente et structurée, mais on peut aller faire des choses, on a besoin de sites pilotes, encore une fois bien cadrés, hein, pas de déploiement ou d'expérimentation, on va dire un petit peu olé olé, mais au contraire des choses bien ciblées et à côté avoir une réglementation qui est en phase avec ce stade de développement actuel qui est quand même primordial, on va dire, pour un bon développement à court terme, quoi, dans les 5-10 prochaines années, parce qu'en fait, on n'a pas le temps, quoi. Là, clairement, on n'a pas le luxe de se dire oui, bon, ben, les expérimentations, on verra leurs résultats dans 15 ans. En fait, non, ça, c'est pas possible. Donc, il faut également aligner voilà, on va dire les verrous réglementaires qui parfois sont aussi politiques
avec ces enjeux-là. Et donc, c'est des choses qu'on porte, parfois sous la forme de lobbying éthique, parce que bon, ben voilà, on a quand même des choses à porter pour tout le monde, dans l'intérêt de tout le monde en fait. Et c'est un vrai enjeu aujourd'hui, mais qui est quand même soutenu également par les universitaires. Donc on voit que la démarche scientifique qui est derrière est crédible, viable, et qu'il faut continuer à aller de l'avant. Mais bon voilà, on reste très confiant pour la suite. C'est un très beau mot de fin. Je pense qu'on peut vous remercier tous les quatre. Et il me semble qu'on peut venir vous rendre visite sur des stands. Il y a même des fresques océanes chaque jour. Donc allez faire la fresque, allez discuter avec nos porteurs d'innovation et de solutions juste ici. En tout cas, je vous remercie. C'était un plaisir d'être avec vous.